retrouvez sur Agora News Sécurité dans l'émission Fenech Security Talk qui est consacrée aujourd'hui à la question de l'indépendance de la justice. Et j'ai le plaisir d'accueillir mes deux invités. Caroline Grima, bonjour. Bonjour. Maître Grima, vous êtes avocate au barreau de Pontoise. Absolument. Vous êtes généraliste, on peut dire, à la fois social, commercial, mais pénaliste également. Nous vous connaissons, le grand public. Vous êtes effectivement intervenante dans l'émission Les Vraies Voix sur Sud Radio. Et j'ajoute que vous avez été lauréate à 2 reprises du concours d'éloquence. Donc nous allons pouvoir profiter de vos talents, n'est-ce pas? À vos côtés, Philippe Bilger, bonjour. Bonjour. Nous nous connaissons très bien, cher Philippe. Absolument. On va se vous voyer pour il faut. respect de nos internautes. Absolument. Hein. Vous avez passé 40 années dans la magistrature, donc magistrat honoraire. Et on vous connaît surtout pour votre rôle d'avocat général à la Cour d'assises de Paris. Vous avez eu à requérir dans des affaires très importantes, celles de François Besse, Bob Denard, Émile Louis, Maurice Brunerie, qui avait tiré sur Jacques Chirac, on s'en souvient, le gang des barbares, entre autres. Vous êtes fondateur de l'Institut de la Parole. Et vous avez votre propre chaîne YouTube, Philippe Bilger soumet à la question. Et vous animez... C'est moi qui vais l'être. Cette fois-ci, c'est vous qui le saurez, pour 2 anciens juges d'instruction, voilà. C'est normal. Et vous animez aussi une émission mensuelle que je recommande, vraiment de qualité, c'est sur Fréquence Protestante. Et vous avez également écrit plusieurs ouvrages, dont le dernier intitulé Le Mur des cons, faisant référence à l'affaire... consternante, je dirais, Absolument. Du syndicat de la magistrature, dont la couverture de votre livre s'affiche sur l'écran. Alors, si vous le voulez bien, pour répondre à cette question, nous allons faire en 2 parties. La première partie, d'abord, sur le parquet. Alors, est-ce que le parquet doit devenir indépendant? Est-ce que l'arrivée d'Éric Dupond-Moretti peut changer la donne au sein de la magistrature? Caroline, d'après vous? Je crois que c'est un objectif qu'il a en tête depuis très longtemps. Il ne l'a jamais caché, de même qu'il n'a jamais caché une hostilité assez marquée à l'égard de la magistrature en général. C'est d'ailleurs ce qui pouvait susciter quelques inquiétudes, en tout cas de ce corps, et on l'a parfaitement compris du côté des avocats. La question de savoir si le parquet doit être indépendant est une question qui est très vaste et qui, à mon avis, dans l'esprit du grand public, est essentiellement liée à la problématique des grandes affaires pénales, le plus souvent économiques ou de grande délinquance financière. Mais elle ne doit pas occulter cet aspect général de conduite de la politique de la nation par le gouvernement. C'est l'éternelle problématique de l'équilibre parfait entre l'indépendance du pouvoir judiciaire consacré par l'article 64 de la Constitution et cet article 20 qui confie au gouvernement la mission de mener la politique de la nation. On a du mal à imaginer qu'un parquet soit radicalement indépendant, puisqu'il a pour mission, c'est ce que disait Michel Foucault, lorsqu'il parlait du parquet, il disait que c'était l'œil de l'exécutif, qu'il était là pour conduire la politique pénale. Alors on a déjà un premier progrès, puisque en 2013, on a franchi un cap avec cette loi qui a permis de se détacher des directives individuelles qui pouvaient être données par le garde des Sceaux au parquetier. On est maintenant sur le système des directives générales. Il y a cette indépendance de la parole également qui est consacrée par le Code de procédure pénale. Donc on a un petit peu de mal aujourd'hui à savoir finalement de quelle manière cette indépendance pourrait être consacrée davantage. Je n'ai pas le sentiment que vous-même, vous soyez pour une indépendance, une autonomie totale du parquet. J'ai du mal en tout cas à la concevoir en termes de logique par rapport justement aux politiques pénales. Philippe Bilger, qui est ancien magistrat, je l'ai rappelé, l'idée du nouveau garde des Sceaux, c'est quand même la scission parquet-siège, c'est-à-dire rompre l'unicité du corps. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis absolument favorable à cette initiative qui est chez lui depuis longtemps une préoccupation dominante. Alors je sais bien que le corps judiciaire est majoritairement contre, et notamment le syndicalisme, qui n'a jamais été une preuve pour moi de la validité d'une idée. Mais je crois que séparer le siège du parquet est une très bonne idée par rapport à la société, qui comprendra alors de manière plus lisible, de manière plus transparente, à quel point il y a 2 structures à la fois complémentaires bien sûr, mais autonomes dans l'univers
carrière judiciaire. Et je crois que ce ne sera pas pour rien que cette distinction, si elle est faite, ça va être très difficile, permettra aux citoyens de porter un regard plus éclairé sur la réalité judiciaire. Et puis, comment dire, Georges Fenech, j'ai toujours tendance à traiter un peu avec désinvolture ce type de débat structurel. Parce que peut-être le réactionnaire que je suis attache beaucoup plus d'importance à la force des tempéraments, au poids des personnalités qu'aux structures elles-mêmes. J'entends bien qu'on pourrait se réunir et créer des structures exemplaires en elles-mêmes, mais elles ne seraient rien de toute manière si elles n'étaient pas vivifiées par des caractères. Et là, on pourra parler du CSM, de tout cela, mais je crois que c'est absolument fondamental. En tout cas, je ne tiens pas, d'une certaine manière, comme Maître Grimard, à me retrouver dans la France, combien, avec 230 proconsuls, quoi. Oui, d'accord. Nous sommes d'accord. Vous parlez en fait d'une indépendance déjà dans les têtes avant les textes. Absolument. En fait, c'est un peu ça. Et si les deux se cumulent, tant mieux. Voilà. Mais bon, il y a une réforme constitutionnelle qui devra arriver sur cette question du parquet, notamment au niveau des nominations, Caroline. Parce que le problème, c'est quand même qui nomme les procureurs. Oui, alors effectivement, de ce point de vue-là, c'est très intéressant de faire une comparaison, par exemple, avec les systèmes étrangers. Oui. C'est souvent intéressant de voir un petit peu ce qui se passe chez nos voisins, ou également beaucoup plus loin. Et je crois que ce qui est très parlant, justement, dans l'esprit des gens qui nous regardent, c'est de faire cette comparaison entre notre système et le système, par exemple, américain, le système aux États-Unis, qui est connu par la vulgarisation qu'on peut en avoir au cinéma, par exemple, ou à la télévision. Et c'est vrai qu'il y a une très grande différence entre ces parquets américains qui procèdent d'une élection, où effectivement l'avocat que je suis apprécie cette stricte égalité entre le parquet d'un côté qui requiert, qui poursuit l'enquête sur ce système accusatoire qui est très différent du nôtre, et l'avocat qui est là pour défendre et qui a aussi de fait des pouvoirs d'investigation très importants, et le système qui est un petit peu nébuleux en France, qui effectivement, comme vous l'indiquiez, va probablement connaître une évolution avec cette réforme constitutionnelle, mais pour l'instant, encore une fois, dans l'esprit du grand public, et c'est ce qui me semble très important, ce système est aujourd'hui particulièrement nébuleux, effectivement, avec ce distinguo qui est opéré par le CSM entre magistrats du siège, magistrats du parquet, avis conforme, avis simple. Tout ça est un petit peu complexe. Pour rentrer dans la technique, parce que c'est un peu compliqué quand on n'est pas du sérail. En tout cas, ce que je retiens, c'est que vous êtes l'un et l'autre quand même favorables à une évolution. Tout à fait. Oui, mais pas la même, Georges, si vous le permettez. Moi, je suis très frappé de voir à quel point on sanctifie le Conseil supérieur de la magistrature. Je veux dire, une fois qu'on aura permis au Conseil de nommer les procureurs et non plus seulement de les voir proposés par la chancellerie, est-ce qu'on aura accompli un grand progrès? Parce qu'au fond, jusqu'à aujourd'hui, la chancellerie, en effet, propose des noms et le Conseil supérieur peut les valider ou non. Mais imaginons que le fait que le Conseil supérieur donne son onction à une proposition concernant un procureur discutable ne le rend pas plus légitime. Moi, je crois beaucoup, et là je sens que je suis un peu iconoclaste, je ne suis pas fanatique d'un Conseil supérieur de la magistrature dont je doute de la transparence des processus et surtout dont je doute de la validité, de la lucidité des choix judiciaires. Moi, je le remplacerais volontiers par autre chose. D'accord. Donc, évitons une forme de corporatisme où on se nomme, on fait les carrières, on sanctionne. J'ai compris l'idée. Voilà pour cette première partie de notre émission. Alors, nous allons aborder maintenant la question, toujours de l'indépendance, mais par rapport à un phénomène qui n'est pas tout à fait nouveau, mais de sorte de politisation de la justice qui s'est manifestée au grand jour avec le mur des cons, qui est le titre de votre dernier ouvrage, et puis la question de la responsabilité. Alors, je vais redonner la parole à Caroline. Est-ce que l'indépendance de la justice, c'est pas aussi d'être totalement impartial
et ne pas se mêler d'un débat purement politique, voire idéologique, d'après vous? Alors là encore, c'est une question qui est quasiment philosophique. Parce qu'effectivement, on parle d'impartialité, c'est le corollaire d'ailleurs qui est mentionné, je crois, dans les règles déontologiques des magistrats. Impartialité et indépendance, ce sont les deux vertus cardinales essentielles. Mais la justice, elle est humaine, avant d'être une et indivisible, à mon sens. Et j'ai la chance au quotidien, pour parler de mon expérience, puisque là encore, je pense qu'il faut se détacher de ce phénomène extrêmement médiatique. Alors, je ne sais pas si on parlera des médias ultérieurement dans cette émission, mais je crois qu'il s'agit également d'une influence grandissante, extrêmement importante. Mais j'ai la chance de pouvoir constater au quotidien dans mon exercice qu'il y a une volonté manifeste, claire, de la part du corps de la magistrature de faire preuve d'impartialité. En tout cas, au quotidien, il me semble que nous n'avons pas à souffrir régulièrement d'une prise de position exagérément affichée de la part des magistrats auxquels nous avons affaire dans le cadre des dossiers que nous avons à traiter. Dans le cadre des dossiers, mais sur un plan, quand on regarde sur un plan syndical, notamment Philippe, je faisais référence à cette triste affaire consternante du mur des cons, il y a quand même là une prise de position quasiment publique. Absolument. Mais je ne parle pas des dossiers, effectivement, et des audiences, mais dès lors qu'on a un doute ou une suspicion, parce qu'il y a une expression publique, on peut après douter de l'indépendance dans les juridictions. Mais en fait, je n'ai jamais douté que le syndicat de la magistrature, qui ne fait que se déliter depuis des années sur le plan intellectuel, est davantage l'obsession de se servir de la justice que de la servir. Il est clairement un mouvement... À une fin idéologique. De gauche ou d'extrême gauche, on peut le dire. Mais sur le plan de l'impartialité, dans la quotidienneté tranquille de la justice, je rejoins absolument ce que vient de dire Caroline Grima. Il y a tout de même, et là, en dehors même des périodes présidentielles, parfois, et j'ai cru le comprendre dans votre question, quelques angoisses qui peuvent naître au regard de l'état d'esprit de certains magistrats. Et donc, c'est sur ces affaires-là qu'il faudrait faire porter la réflexion. En particulier, on pourrait parler de l'affaire Fillon, on pourrait parler de l'affaire Sarkozy et des fadettes, on pourrait parler de l'intervention même du président de la République en ce qui concerne Alexis Kohler. Il y a tout de même des affaires dans lesquelles le pouvoir politique se donne le droit, en se réfugiant derrière des apparences, parce que je crois nécessaire le contrôle, bien sûr, d'un ministère de la Justice sur un procureur général, il se donne le droit tout de même de détourner ce pourquoi le contrôle est fait. Non pas pour un contrôle qui faciliterait l'administration de la justice, mais qui en détournerait le sens. Vous êtes d'accord avec ça? C'est un petit peu... C'est vrai que quelquefois, on se demande si le pouvoir exécutif respecte véritablement l'indépendance et l'autonomie de la justice. Alors, puisque vous évoquiez l'excellent ouvrage de Philippe Bilger, c'est effectivement l'illustration de ce que parfois l'idéologie dépasse le cadre. Nous sommes absolument d'accord, oui. Le syndicat de la magistrature, je crois tout de même qu'il y a un progrès. Je veux dire, et c'est assez paradoxal, alors que je dirais que depuis François Hollande, en dépit de mon point de vue de la prestation calamiteuse de Christiane Taubira, l'indépendance de la magistrature a été davantage respectée qu'auparavant. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas ici ou là des abcès. On se souvient quand même de la manière dont a été remercié, pour le moins inélégante, le procureur général de Paris, François Faletti, convoqué par la directrice de cabinet de Madame Taubira pour lui demander, compte tenu du problème de différence d'appréciation et de philosophie, d'aller dans d'autres fonctions. Oui, mais Georges, ça avait créé quand même un émoi. C'est très vrai, mais elle a attendu un certain temps, tout de même. Parce qu'il y a quand même eu, Elle a attendu pour le remplacer, et à tort ou à raison, on considérait qu'il n'était pas choquant de remplacer des chefs emblématiques lorsqu'il y a un changement de pouvoir. C'est une position, voilà. Ça s'appelle
le spoil system. Oui, mais les anglo-saxons connaissent bien ça. Pourquoi pas, après tout, ça peut se défendre. Je veux dire, et elle-même, là, il faut lui reconnaître ce mérite, elle a tardé tout de même, alors. On peut discuter. Oui, alors, l'indépendance, est-ce que ça n'est pas aussi le corollaire de la responsabilité des juges? Je ne sais pas si Maître Caroline Grimard a une position ferme. Vous vous souvenez que cette question avait été soulevée, notamment à l'occasion de la commission d'enquête d'Outreau. Absolument. La responsabilité des juges. Qu'est-ce que vous, côté avocat, qui défendez des clients, des dossiers, est-ce que vous avez le sentiment que les juges prennent leurs décisions en toute responsabilité? Est-ce qu'ils doivent engager leur responsabilité d'abord? C'est une vraie question, hein? On serait tenté de répondre par l'affirmative, évidemment, par souci d'obtenir la décision, encore une fois, la plus impartiale, la plus nourrie en termes de réflexion, la plus équitable et la plus adaptée, bien sûr. Et la plus professionnelle. C'est ce que demande le citoyen lambda qui comparaît devant une juridiction. Donc c'est effectivement quelque chose qu'on appelle et qu'en tout cas le citoyen souhaite très fort. Je crois néanmoins qu'il faut distinguer deux choses qui me semblent essentielles. La première, c'est la potentielle faute personnelle qui est commise à l'occasion de l'exercice des fonctions. On a vu effectivement à quel type de procédure cela pouvait aboutir s'agissant de l'affaire d'Outreau, ces débats que tout le monde a suivis, qui étaient d'ailleurs assez captivants pour qui ne connaissait pas forcément les arcanes de l'institution. Et puis, on a souvent tendance à confondre cela avec la teneur de la décision rendue. Il ne s'agit pas, pour que le travail soit correctement effectué, qu'il soit forcément dans le sens de ce que l'on attend. On peut très bien avoir une décision qui nous est parfaitement défavorable en ayant pour autant la sensation que l'affaire a été très correctement jugée. Et on a pour ça une arme qui est tout à fait intéressante et qui est évidemment un pilier en matière démocratique. S'agissant du pouvoir judiciaire, c'est le double degré de juridiction. Voilà. C'est la possibilité de faire appel, c'est la possibilité de se pourvoir en cassation. Voilà. Donc, je pense, Philippe, que ce débat, il ressort notamment dans un cadre bien précis. J'ai le souvenir, par exemple, d'un juge d'application des peines qui prend la décision de libérer un délinquant sexuel multirécidiviste, lequel va à nouveau passer à l'acte. Et là, tout à coup, les Français disent « Mais pourquoi le juge l'a relâché ?» C'est ça le problème aussi. C'est un second point avec lequel je suis totalement en accord avec le nouveau garde des Sceaux, s'il a bien l'intention de rendre plus sévère le régime de responsabilité. J'ai souvent été frappé par le fait que le citoyen, il accepte volontiers que le magistrat ait davantage de pouvoir. Mais il veut que ce pouvoir ait une contrepartie. Et je crois que notre système de responsabilité actuel est, je dirais, trop indulgent, et je vous rejoins. Je crois qu'il faudrait réfléchir à un système de responsabilité qui nous permettrait de mettre en cause des comportements qui seraient tellement aberrants qu'ils sortiraient de la voie normale et de l'exercice des voies de recours. Parce qu'on entend toujours ça, en réalité. Ça serait la faute lourde, en réalité. Absolument. On connaît en droit administratif. Hein. Voilà. Détachable. On peut détacher. Bien sûr. Parce que sinon, le magistrat se protégera en permanence en disant « Mais l'ancien garde des Sceaux qui vient de mourir, Pascal Clément, avait proposé une définition toute simple, qui n'était pas absurde. Il avait dit « la grossière erreur d'appréciation ». Et en définitive, cette notion toute simple aurait permis d'incriminer un certain nombre de comportements. À ce sujet, je peux vous rappeler qu'à l'issue des travaux de la commission d'enquête d'Outreau, la commission d'enquête avait proposé, et le texte avait été adopté, d'une forme de responsabilité, celle que vous évoquez, et le Conseil constitutionnel l'a retoqué, en disant c'est un frein à l'indépendance de la justice. C'est une absurdité. C'est une absurdité. Je crois qu'il n'y a pas une seule fonction qui ne nécessite pas une prise de responsabilité à un certain moment. Oui, parce qu'il serait assez... Les avocats, par exemple, si vous commettez une faute lourde, vous laissez passer un délai ou je ne sais quoi. Les juges aussi, ça leur arrive. Hein. Tout à fait. Il serait assez dramatique que, de mon point de vue, Caroline ne sera pas d'accord, que les excellentes réformes dans le passé
ont été également retoquées parce qu'elles, paraît-il, elles offensaient l'indépendance de la magistrature. Je pense aux peines planchées, par exemple. Voilà un débat qui aurait pu se poursuivre encore longtemps. Très intéressant, avec vos positions respectives qui se rejoignent et quelquefois qui s'éloignent. Mais c'est le jeu du débat démocratique. Alors, voilà pour cette deuxième partie de notre émission. Nous allons passer maintenant aux questions des internautes. Alors, première question, je la découvre en même temps que vous. Comment Éric Dupond-Moretti, qui entretient de très mauvais rapports avec les magistrats, va-t-il pouvoir faire pour rénover la justice? On l'a déjà un peu effleuré, cette question, mais est-ce que vous pensez qu'effectivement, ce sera plus difficile pour Éric Dupond-Moretti, Philippe? Alors, déjà, je constate qu'après avoir une petite inquiétude, il a très vite endossé l'habit ministériel. Il n'oublie pas tout de même qu'il est avocat, d'ailleurs on ne le lui demande pas. Mais là où je répondrai assez positivement à la question, c'est que à partir du moment où on admet que c'est une personnalité totalement atypique, exemplaire, bouleversante et bouleversée, on peut qui a la justice dans la cheville au corps. Justement, eh bien, les qualités exceptionnelles de l'avocat, loin de détruire ce qu'on attend de lui comme garde des Sceaux, je pense, pourront servir cette fonction. Et je ne le vois pas être ectoplasmique dans ce poste-là. Caroline Gréma, vous avez rappelé que les magistrats étaient vent debout au moment de sa nomination, avec quand même des prises de position très, très osées, du style « c'est une déclaration de guerre ». Déclaration de guerre, oui, effectivement, c'est ce qui a été indiqué le soir même de sa nomination. Je partage le point de vue de Philippe Bilger. Je pense que Éric Dupond-Moretti, qui est une personnalité brillante du milieu judiciaire et du barreau, saura se servir des qualités, de l'expérience qu'il a pu acquérir tout au long de ce Tour de France, comme il le dit très souvent, puisqu'il connaît chaque recoin de chaque juridiction, comme il l'a dit, pour mener à bien ses fonctions. Et j'ajouterais, puisque c'est un élément qui est extrêmement important, qu'à l'occasion de la nomination d'un autre éminent garde des Sceaux, Robert Badinter, lorsqu'on consulte les archives de l'époque, de la presse de l'époque, la magistrature n'était pas forcément très ravie de cette nomination et avait exprimé également un certain nombre d'inquiétudes qui, je pense, tiennent lieu beaucoup plus à cette espèce de relation chien et chat qui a toujours existé entre le barreau et la magistrature qu'à de véritables problématiques de prise de position idéologique et d'application de cette idéologie et de la ligne directrice du gouvernement. Donc je pense qu'il saura. Et puis il faut aussi indiquer, ça c'est un élément qui est plutôt négatif ou en tout cas source d'inquiétude et de doute, c'est qu'il ne lui reste que très peu de temps. Exactement, environ 15 mois quoi. Hein, je pense qu'il va être extrêmement difficile et pour le coup sa personnalité n'y est pas pour grand-chose, de mettre en place des réformes extrêmement importantes. On attend beaucoup de notre côté par exemple de la réforme de la justice des mineurs qui va avoir à mon avis... Code pénal des mineurs. Absolument. Qui avait initié Madame Belloubet. Tout à fait. Donc là, on est déjà dans un processus qui est très avancé, mais pour les autres projets, je pense que ça va être difficile pour lui de... En tout cas, on lui souhaite bonne chance. Absolument. Hein. Okay, alors, deuxième question des internautes. Peut-on envisager que le secteur privé de la sécurité puisse sanctionner à la place des forces... Là, il faut que je le dise à deux reprises quand même. Hein. Peut-on envisager que le secteur privé de la sécurité puisse sanctionner à la place des forces régaliennes? Ouh, je connais votre réponse, Philippe, là-dessus. Oui, mais Georges... C'est-à-dire, pour traduire, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on pourrait confier à un secteur purement privé une forme de sanction? On peut l'interpréter, mais en soi, je ne trouve pas la question tellement absurde. Tout ce qui est de nature à favoriser le regard sur la justice comme service public, à mon assentiment. Alors, ça ne veut pas dire qu'on se substituerait aux forces régaliennes, mais ça peut... mais qu'on introduise des choses qui permettent de valoriser le mérite, la compétence, la rapidité, l'efficacité, mais surtout pas remplacer le régalien. Bien sûr, d'ailleurs, je pense, comme complément. Caroline, que cette question aurait mérité d'être posée peut-être un peu autrement. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne pourrait pas confier au secteur privé un certain nombre
nombre de constatations d'infraction, pas au niveau de la sanction, mais c'est-à-dire, et vous savez que ça existe déjà, les agents privés peuvent dresser des procès-verbaux qui sont transmis au parquet. Alors évidemment, mon statut d'avocat reprend sa pleine ampleur. Lorsque je lis une question comme celle-ci, moi je suis effrayée qu'on puisse envisager que de façon générale, la sanction puisse émaner d'une autorité privée ou d'un secteur privé. Et en même temps, je serais tentée de vous dire que si on sort un petit peu du champ pénal et qu'on se redirige vers le champ civil, c'est ce que certains de nos politiques appellent de leur vœu. Et c'est ce qui nous fait terriblement peur, nous, avocats, puisque nous entendons de plus en plus parler d'algorithmes, de justice qui se rend par le biais donc, de l'intelligence artificielle, d'Internet, etc., etc. Et nous sommes systématiquement très inquiets de pouvoir envisager qu'un jour on nous dise voilà, c'est un algorithme qui va décider de telle pension alimentaire, telle condamnation à des dommages et intérêts, telle désignation de responsable ou co-responsable dans un dossier. Et il serait évidemment, ce serait un échec cuisant pour la démocratie que le service public et le secteur public délèguent des fonctions aussi importantes, aussi fondamentales pour le citoyen au secteur privé. La justice, elle ne se contente pas de juger des actes, mais aussi des hommes. Et ça, c'est... Mais on n'est pas obligé d'aller jusqu'à cette caricature lorsqu'on voit le fonctionnement des tribunaux et des juridictions, le retard qu'elles prennent. On pourrait se dire que quelque chose d'autre pourrait être mis en œuvre. On pourrait y réfléchir à une déjudiciarisation de beaucoup de contentieux. Alors, est-ce qu'on a le temps? On a déjà écouté le temps, mais est-ce qu'il y a une troisième et dernière question? N'y a-t-il pas deux poids, deux mesures sur les sanctions visant des politiques par rapport aux simples citoyens? Alors ça, c'est encore un vaste sujet. Très, très rapidement. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Il y a cette question relève d'un régime qui me paraît ancien. Il me semble même, sans tomber dans la provocation, que par moments j'aurais souhaité que les politiques ne soient pas traités plus durement que les simples citoyens. Aujourd'hui, je dirais, on ne peut plus dire ça. On ne peut plus dire ça. C'est votre sentiment, Caroline? Je rejoindrai en grande partie Philippe Bilger. Je pense effectivement qu'il n'y a pas tant que ça de différence. Et qu'encore une fois, nous ne l'avons pas abordé aujourd'hui, mais je l'ai effleuré tout à l'heure, la problématique de la médiatisation des affaires par le biais de la télévision, de la presse écrite, etc., aboutit à une espèce d'hyper-focalisation sur les grandes affaires politiques qui met un petit peu de côté la façon dont le droit pénal en général appréhende l'affaire de tel et tel citoyen. Et en réalité, il suffit, les audiences sont publiques, de se déplacer à une audience correctionnelle pendant une après-midi complète pour constater qu'effectivement, la justice y est rendue de façon parfois sévère, le plus souvent équitable et en tout état de cause, d'une manière qui ne me semble pas en radicale opposition avec ces affaires qui sont effectivement très médiatisées. Ben écoutez, il me reste à vous remercier. Oui, avant de nous quitter définitivement, je voudrais quand même vous présenter le livre de Philippe Bilger, son dernier livre, parce qu'il en a écrit plusieurs, Le mur des cons, paru aux éditions Albin Michel, Le vrai pouvoir des juges. Vous voyez que ça illustre bien notre émission d'aujourd'hui.